Bon, aujourd'hui, on va parler peut-être du moteur du web pour l'instant je dis bien, qui est la publicité, et des conséquences de la publicité, à la fois sur l'organisation de la société et puis sur l'avenir du web, c'est-à-dire que se passe-t-il de nos données personnelles, de notre activité personnelle sur le web, quand ce web est régi par le modèle publicitaire. Avant, je vais commencer par des généralités sur la publicité avant de rentrer sur les spécificités de la publicité sur le web. Bon. Déjà, mettre en place quelques éléments de vocabulaire. Dans la publicité, celui qu'on voit, c'est l'annonceur, c'est-à-dire celui qui a quelque chose à nous vendre, une grande marque de voiture ou une marque de lessive, enfin bon, c'est celui dont on va entendre parler. Lui, son problème, c'est de fidéliser ses clients. Ce n'est pas seulement de faire de la réclame, c'est-à-dire d'annoncer des nouvelles parutions ou des nouveaux éléments de produits, ces nouvelles gammes de produits à des clients, mais c'est aussi de fidéliser les clients qu'il a déjà. Et pour ça, il participe d'un phénomène qu'on appelle le branding. Brand, c'est la marque, et donc le branding. Mais historiquement, le branding, c'était marqué au fer rouge les bœufs dans les troupeaux qui étaient en liberté dans le Grand Ouest américain. Donc quelque part, l'idée du branding, c'est imposer une marque à l'intérieur de votre cerveau, comme on le marquerait au fer rouge. Deuxième élément de la chaîne de la publicité, c'est l'agence. L'agence est celle qui a double fonction. Elle va d'une part fabriquer le visuel publicitaire, la vidéo, les images, elle va définir les textes, enfin bon, elle va faire tout un travail de design, de graphisme, et puis en même temps, elle va s'occuper de redistribuer cette publicité auprès des médias qui vont les distribuer. Et enfin, dans le monde de la publicité, on a le consommateur qui est à la fois une cible. Du point de vue des publicitaires, c'est lui la cible, c'est le terme exact qui est utilisé dans la profession, donc ce qui est quand même significatif. On est une cible quand on a quelque chose qui risque de nous atteindre, je dirais en plein cœur ou en pleine tête. Voilà. Les agences, c'est un secteur où il y a vraiment très peu d'agences à l'échelle du monde. Les deux plus grandes sont d'origine française, Havas et Publicis, mais bon, c'est un secteur où il y a vraiment très peu de grandes agences qui sont capables, comme ça, de truster la publicité, la mise en œuvre de la publicité des annonceurs. Alors après, une fois qu'on a donc cette chaîne qui va de l'annonceur qui veut toucher à une cible, on va avoir les intermédiaires, c'est-à-dire les supports qui vont apporter cette publicité vers la cible. On parle de deux grandes catégories, médias et hors médias. Donc dans le média, la première publicité, ça a été le journal La Presse, fait par Émile Girardin, dans laquelle écrivait Balzac par exemple, et qui a été le premier journal à vivre de la publicité, qui fait que dès cette époque-là, on a commencé à dire un journal est vendu deux fois, une fois à ses lecteurs, une fois à ses annonceurs. Depuis, on a amélioré le modèle, on ne le vend plus qu'aux annonceurs et on le donne aux lecteurs. Alors c'est à la fois ces journaux dits gratuits, ils ne sont pas gratuits puisqu'ils sont payés par les annonceurs, qui vous sont distribués comme des tracts à la sortie du métro, ou ce sont les sites web ou les télévisions, c'est-à-dire pour lesquels vous ne payez pas le fait de subir la publicité qui vous est vendue. Alors, les médias ont une tendance à toucher des grandes catégories d'utilisateurs. On suppose par exemple que ce sont des femmes qui lisent les journaux féminins. On suppose de la même manière que ce sont des messieurs qui lisent les journaux d'automobile ou de sport. Et donc, on va retrouver comme ça, du point de vue de l'annonceur, il va choisir en fait le type de média qui correspond globalement au type de sa clientèle. Et on va voir qu'avec l'Internet, ce qui change, c'est qu'on ne cherche plus à correspondre globalement à un type de clientèle, mais précisément à l'individu qui est en train de lire quelque chose. Voilà.
Le hors-média, c'est le domaine de l'imagination permanente. Hein, donc ça, c'est important aussi de voir que la publicité est en train de s'immiscer dans toute une série d'activités, y compris à l'intérieur de cette université. Il y a maintenant des activités où il y a de la publicité dessus, que ce soit des machines, des panneaux, voilà, et selon les idées, ça change. Enfin, c'est jamais toujours la même, mais il y a des activités publicitaires. Il y a par exemple des chaires payées par des grandes entreprises dans les universités, où il y a des diplômes spécialisés pour l'usage de tel ou tel produit d'entreprise, Microsoft ou Cisco. Il y a des accords entre l'éducation nationale et Amazon pour faire que les jeunes, les lycéens en particulier, apprennent à faire des livres numériques, mais chez Amazon, et ainsi de suite. Donc vous voyez, la publicité hors média est en train, on va parler ensuite, nous, de la publicité média, de la publicité sur Internet, mais il faut bien penser que cette publicité hors média est en train de s'instiller, de s'infiltrer dans l'ensemble de nos activités. Enfin, d'un point de vue traditionnel, il y avait un terme qui était utilisé, c'était le mur, the wall en anglais. Le mur, c'est celui qui séparait, dans un journal, la salle de rédaction, là où il y avait les journalistes, de la salle des vendeurs, des marketeurs, de ceux qui avaient le contact avec la publicité. Avec l'idée qu'il n'y a aucun rapport entre le contenu d'un média et la publicité qui est mise dans les pages de ce média-là. Ça, c'est quelque chose qui est en train de s'écrouler avec l'Internet, hein, c'est-à-dire, ou avec les autres médias, hein, avec la télévision. Si vous regardez un match de foot, vous avez des publicités. Pourquoi? Les voitures, le bricolage, mais il y a très très peu de publicité pour les parfums de femmes. Hein. Voilà. On voit bien qu'il y a une relation qui est de plus en plus forte entre le contenu et la publicité, avec un effet inverse, comme tous ces médias ont besoin de publicité pour vivre dans le modèle économique qu'elles ont choisi à l'heure actuelle, c'est de fabriquer les produits qui vont permettre de placer la publicité de tel ou tel. C'est ce qu'on a vu la dernière fois avec la fameuse citation de Patrick Lelay de TF1 qui dit que l'idée c'est de fournir du temps de cerveau disponible et il est d'autant plus rendu disponible que la publicité qu'il va recevoir est adaptée à son état d'esprit, à l'émission qu'il est en train de regarder et ainsi de suite. Voilà. Donc rendre la personne disponible. Aujourd'hui, sur Internet, on utilise le terme de native advertising, hein, publicité native ou publicité qui n'est pas marquée comme étant une publicité. Voilà. Publi-reportage, toutes les choses qui en fait nous apparaissent comme étant un article, mais qui en réalité sont de la publicité. Et ça, c'est un secteur qui est en voie de développement, ce qui n'est pas sans poser de problème. Jusqu'à présent, un critique, qu'il soit critique d'une automobile, il fait des tests, il dit ce qu'il en pense, qu'il soit critique de musique, il écoute et il dit ce qu'il en pense, qu'il soit critique de produits quelconques, il enquête, il écoute, son métier c'est de comparer, donc il connaît beaucoup de musique ou il connaît beaucoup d'automobiles ou tout ça, il raconte ce que lui il pense de restaurants, pour un critique gastronomique, voilà. Aujourd'hui, ceci est remplacé par des publi-reportages. Un des endroits où on le voit le plus, c'est dans le domaine culturel, notamment dans le domaine du cinéma, où on a de moins en moins de critiques qui vont voir le film en indépendant, mais de plus en plus des gens qui reproduisent les dossiers de presse ou qui ont pu aller voir le film en avant-première parce qu'ils étaient invités, parce que habituellement ils reproduisent bien le message que veut faire passer le producteur du film et ainsi de suite. Donc ça, on se rend bien compte que c'est dangereux pour la capacité de critique et donc derrière pour la véritable liberté d'expression. On y reviendra, je ne suis pas le seul à dire ça, c'est le fait que la culture puisse être victime de freins à la véritable liberté d'expression à cause de l'activité publicitaire, c'est une question qui est largement posée, y compris au sein de l'ONU, on le verra tout à l'heure. Alors côté budget, la publicité, c'est environ 1% du produit intérieur brut mondial. C'est à la fois peu et énorme. Hein. Bon, c'est 1%, mais pour tout le reste, il faut que les gens vivent, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils s'abritent, il faut qu'ils se déplacent. Enfin bon, on comprend que par rapport à l'ensemble des activités symboliques, c'est-à-dire qui traitent
nos affects, de nos symboles, de nos émotions et tout ça, c'est une masse absolument énorme d'argent, hein, donc 500 milliards de dollars. Alors là, j'ai montré des chiffres et j'en ai laissé deux. En fait, j'ai voulu remplacer ceux de 2011 par ceux de 2015 que j'ai pu obtenir. Puis je me suis dit, mais attendez, il y a quelque chose qui cloche là. En 2011, on avait l'Internet à 12% et en 2015, il sera à 27%. C'est qu'en fait, on a un autre problème, c'est que selon les sources, on n'a jamais deux fois les mêmes chiffres. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que ces sources jugent et appellent de la publicité, de l'argent qui serait investi dans tel ou tel domaine. Donc j'ai préféré laisser les deux. C'est pas très grave d'un point de vue pédagogique. Bon, ça l'est plus si on faisait une enquête. D'un point de vue pédagogique, ce qui est important, c'est de voir que la publicité télévisée et la publicité Internet commencent à se rapprocher. Que ce soit peut-être un peu exagéré, qu'elle soit équitable en 2015, mais à mon avis, elle est beaucoup plus que la différence qui existait auparavant dans les sources du CNC de 2011. Donc voilà. Après, la presse elle-même est le troisième annonceur publicitaire, le troisième média qui bénéficie des budgets publicitaires. La radio, c'est très très peu, hein. Et donc le hors-média, c'est-à-dire l'affichage ou les annuaires, là aussi on tourne autour un peu moins de 20%. Voilà. Le cinéma, alors là c'est 1,2%. La publicité cinéma, c'est très très peu en fait parmi l'ensemble du budget publicitaire. Voilà. Ce fut très important. Donc clairement, les budgets de l'Internet aujourd'hui commencent, comme la télévision, à devenir dépendants, drogués à la publicité. À l'échelle du monde, c'est intéressant aussi de voir quels sont les premiers annonceurs. Donc là, il y a une liste des premiers annonceurs avec leur répartition selon les continents. Et on voit que les deux premiers, Procter & Gamble et Unilever, ce sont des lessiviers, les marques de lessive. Le troisième, L'Oréal, c'est les cosmétiques. Et après, on voit des automobiles, Toyota, General Motors, Volkswagen, etc. Après l'alimentation, Nestlé, Coca-Cola, Mars, Pepsi. Et puis après, le Sony, bon, McDonald's qui reste dans à peu près équivalent et qui est dans l'alimentation. Et donc après seulement, on commence à voir apparaître les autres produits, les produits numériques, etc. Si vous regardez sur Internet, je suis sûr que vous ne voyez pas souvent de publicité pour la lessive sur les pages que vous visitez. Ça reste le plus grand annonceur, mais lui, il s'adresse en masse à ce qu'on appelle la ménagère de moins de 50 ans. C'est le produit massif qui regarde la télévision. Vous ne le voyez pas parce qu'a priori, vous n'êtes pas dans la cible. Quand vous regardez une page sur Internet, on ne pense pas que c'est vous qui faites la lessive après. Est-ce vrai ou pas? Je vous laisse juger. Donc voilà. Donc on a là quand même quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que chacun voit le monde à sa porte. Et là, on a des chiffres globaux et c'est justement ce qu'on ne voit pas, nous qui sommes sur l'Internet, qui reste le dominant dans le monde. Bon, c'est aussi la place centrale de l'automobile. Comme annonceur publicitaire, derrière, on a l'automobile. Et derrière l'annonce de l'automobile, si vous essayez de fermer les yeux 30 secondes et de voir les dernières publicités automobiles, elles vous disent quoi? Elles vous parlent de vitesse, de confort. C'est monsieur qui conduit et madame qui est séduite. C'est des routes où il n'y a personne. Ah, ça c'est le paradis, ça. Mais ça n'est pas la réalité, hein. C'est des paysages de rêve. Enfin bon, l'automobile est vendue comme un symbole du succès. Elle n'est jamais rayée, jamais cabossée, elle est toujours toute neuve, etc. Donc c'est le symbole du succès, du luxe, des choses comme ça qui ne correspondent pas à l'automobile réelle que les gens utilisent. On voit bien qu'il y a une différence. La mienne en particulier, rayée de partout, elle est toute petite, elle commence à se faire vieille, elle grince, enfin bon, voilà. Et comme outil de séduction, heureusement que j'ai mieux. Voilà. Donc, mais en même temps, cette publicité-là, elle crée un modèle de société. C'est-à-dire, elle ne se contente pas d'annoncer les automobiles, de dire il y a un nouveau moteur qui serait plus économe en pétrole, qui serait le plus protecteur de la planète. Il y a les nouveaux éléments de sécurité qui protégeraient les enfants derrière.
Non, ce n'est pas ça qui est en jeu, c'est d'avoir des stéréotypes, et je crois que c'est mon transparent suivant, c'est-à-dire le problème de la publicité, ce n'est pas tellement ou pas uniquement de faire la publicité d'un produit, mais c'est de créer un espace mental pour la gamme des produits. On crée un espace mental pour l'automobile, comme on crée un espace mental pour, par exemple, la représentation des corps sexués, que ce soit des hommes ou des femmes. Je ne sais pas comment ils ont réussi à trouver cette photo de moi, mais bon, voilà. Quant aux femmes, c'est intéressant, c'est cette publicité qui est à la fois une contre-publicité. Les gens arrivent normaux. Donc c'est une marque de produits de cosmétiques, Dove, qui fait cette publicité pour montrer que ce n'est pas étonnant que l'on ait du mal à se regarder dans le miroir quand on voit tous les trucages qui sont faits sur des gens réels et pourtant des mannequins qui viennent poser pour les publicités et ce qu'elles peuvent apparaître au moment de la publicité. Alors en France, il y a une loi qui dit maintenant que quand une image est photoshopée, ça doit être dit. Donc bon, c'est déjà un progrès, on doit au moins faire prendre conscience que les images ne sont pas des personnes réelles. Moi, j'essaye tous les jours de cultiver mes pectoraux, mais bon, je ne suis pas sûr que j'arriverai à ce stade-là. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on crée comme ça des stéréotypes qui marquent une société et qui renforcent en fait les dynamiques d'exclusion internes à la société. Donc bien prendre conscience que la publicité, on en parle souvent sur Internet d'un point de vue abstrait, c'est-à-dire de dire c'est de l'argent qui rentre, bon ben voilà, il faut bien que j'ai de l'argent pour... Mais en même temps, c'est un message, et c'est un message qui est plus fort que la simple publicité venant de X, Y, Z ou T. Alors les publicitaires jouent en plus avec ça, ils renforcent ces stéréotypes. Cette publicité-là, quand on les a attaqués, quand on leur a expliqué que c'était quand même pas correct de dire des choses pareilles, on dit « Oh, c'est que vous manquez d'humour ». Donc on a cette facilité aujourd'hui des publicitaires qui lancent quand même des messages importants sur des affiches et de dire « mais c'est de l'humour, c'est au deuxième degré ». Et vous êtes encore plus coupable si vous protestez contre cet usage au deuxième degré des stéréotypes. Alors l'autre aspect, c'est ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire je lave plus vert, qui est de dire que mon automobile ne polluerait pas. Alors Renault s'est fait retoquer parce qu'il y a quand même le bureau de vérification de la publicité essaye d'interdire le greenwashing, et donc Renault s'est fait retoquer en disant ma voiture électrique ne pollue pas. Ben si, elle pollue comme tout le reste. Elle consomme de l'énergie, elle ne le consomme pas sur place, elle le consomme en décalage. Nous qui habitons à côté de la centrale nucléaire qui produit cette énergie-là, on sait bien. Donc voilà, il y a tout un schéma, on ne peut pas dire n'importe quoi en principe, je dis bien, dans la publicité. Voilà. Alors, comment est né cet ensemble? C'est important de voir qu'à côté de la publicité, il y a tout ce qui est le public relation. Public relation, ça consiste à trouver des messages, trouver des points d'accroche qui vont intéresser les gens et qui vont ouvrir globalement un marché pour des nouveaux produits. Un des inventeurs de ça, c'est Edward Bernays, donc qui fait naître les public relations au travers d'une opération.
c'est une expérience de mind. Mind experience, une expérience de pensée. C'est une manifestation de la Saint-Patrick à New York, on est en 29, je crois. Et là, on a une bande de jeunes femmes, des mannequins. Qui vont arriver et qui vont venir fumer des cigarettes en public. À l'époque, on ne fumait pas en public globalement, mais les femmes encore moins que le reste. Et là, d'un seul coup, grâce à ce retournement, on les appelle les spin doctors, spin, retournement. Les spin doctors, je vais baisser un peu le son. Donc voilà, donc je peux même couper la publicité. Couper le... Donc, un prof qui raconte, je vais vous raconter la même chose. Grosso modo, donc, on les appelle les spin doctors. Vous voyez, c'est le caractère de faire dire le contraire aux choses telles qu'elles sont. Et donc on arrive là, on a ces jeunes femmes qui disent « ce sont les torches de la liberté ». Ce n'est pas du tout un nouveau produit, ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre tabagique et donc accro à cette drogue. Il n'y a pas un marché énorme qui est en jeu derrière, la moitié de l'humanité quand même. Nouveau marché non négligeable pour les cigarettiers. Mais on se retrouve avec une situation où ce sont des torches de la liberté. Donc vous voyez, on a tourné le message et on a créé un nouveau message où s'opposer à ça revenait à empêcher les femmes d'accéder à la liberté. Voilà. Donc c'est un peu le métier des public relations, qui est, donc des spin doctors, consiste à tordre la réalité. On en a eu un exemple récent à la télévision quand nous avons eu un certain spin doctor de lui-même qui nous a expliqué que le problème, ça n'était pas le réchauffement climatique et l'émission du carbone, mais que c'était la surpopulation. J'ai tourné les choses, j'ai effacé une vérité partagée par 90% des scientifiques, et j'en parle d'une autre qui, ma foi, n'a pas encore été étudiée, n'est pas au programme, etc. Spin doctor. Alors après, derrière cette idée de la publicité, derrière cette idée des public relations, il y a l'idée qu'on va fabriquer l'opinion. C'est-à-dire, on nous parle souvent des sondages d'opinion, comme si on demandait à l'opinion quelle était son opinion. On demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent. Mais en réalité, cette opinion se fabrique, c'est ce fameux message de William Bernbach, qui est un des fondateurs de ça, qui dit « Ne mesurez pas l'opinion, faites-la ». Créez les conditions pour que les gens se mettent d'un seul coup à penser à avoir une opinion qui soit partagée. Hein. Voilà, donc toute cette idée-là, c'est que les médias sont les façonneurs de la société, alors que la base du journalisme, c'est ceux qui rendent compte de la société. Et donc, pour le publicitaire, pour les faiseurs d'opinion, c'est ceux qui fabriquent la société. Et on voit bien là cette tension qui est très très forte. Hein. Je fabrique une certaine société qui est forcément la société de consommation, puisqu'elle est financée par les gens qui payent la publicité. Et je mets de côté la partie du journalisme qui consiste à regarder la société et à en rendre compte. Heureusement, il y a des mouvements qui s'opposent à la publicité, donc ce qu'on appelle les casseurs de pub, qui, par toute une série de moyens, notamment des moyens d'humour, hein, l'humour est très très important là-dessus, le détournement, hein, qui était une technique lancée par les situationnistes au début des années 60, l'idée que je prends les images et les messages de la société dominante et je les détourne moi-même, je joue le spin doctor par l'humour, parce que de toute façon c'est bien connu que c'est l'arme du faible, l'humour. Voilà. Donc c'est essayer de dénoncer l'empreinte de la publicité sur la société, pas la publicité en tant que telle. Bon après, si on regarde quelques éléments importants, il y en a un premier pour les publicitaires qui est important qui s'appelle la lifetime value. La lifetime value, c'est en fait combien une personne va vous rapporter tant qu'elle va rester en contact avec vous. Lifetime, ce n'est pas la durée de vie de la personne, c'est la durée de vie du contact avec vous. Combien de temps on va le garder? Si j'ai réussi à placer un abonnement,
je sais que je vais garder beaucoup plus longtemps une personne que si tout simplement je laisse acheter en kiosque au jour le jour. Donc il y a une bataille à placer des abonnements parce qu'on se désabonne beaucoup moins facilement que le fait qu'on oublie un jour d'aller dans le kiosque et de l'acheter. Voilà. Donc en fait les marques cherchent, on dit les marques. Ah ouais, les marques, ce n'est pas les annonceurs, c'est quelque chose d'abstrait. Là aussi, on déréalise cette question de la publicité. Elle ne dit jamais franchement qui elle est et quelles sont les forces économiques, politiques, idéologiques qu'il y a derrière. Ce sont des marques. Voilà. Donc ces marques cherchent à capter des gens, c'est le problème de la fidélisation. C'est l'intérêt, par exemple, des cartes que vous distribuent les supermarchés. On a une carte, on va revenir au supermarché. De surcroît en prime, ils vont savoir ce qu'on achète et ainsi de suite. C'est les coupons, c'est les accroches. Les parfumeurs vous font 25% sur votre prochain achat. Mais en fait, il faut 25% tout le temps, toute l'année, à tout le monde. Donc, de facto, le prix affiché, il faut enlever 25%. Mais on a une logique de je vous fais un cadeau, donc vous allez continuer à venir chez moi et pas aller chez les autres. Enfin, un dernier élément de la publicité qui n'est pas sans poser des problèmes et qui est en grand développement, ce qu'on appelle le neuromarketing. En fait, pourquoi achetons-nous des marques? Qu'est-ce qui nous plaît dans une marque? Écoutez, ce n'est pas à des étudiants que je vais expliquer ça, mais notre esprit, moins il travaille, mieux il se porte. Et donc, une marque, c'est qu'on n'a plus à réfléchir, on n'a pas à comparer, on n'a pas à se poser de questions. On a une marque et on reprend la même marque. Et, voilà. Et plus les marques vont avoir vendu et survendu leur image de marque, et plus ça va être simple pour nous de choisir le produit en se disant il est de qualité, puisque la preuve, j'ai vu les publicités qui montraient qu'il était de qualité. Donc, on est dans cette situation où notre esprit à nous, il cherche à travailler le moins possible. Et les marques sont là pour conforter cette capacité-là. Par contre, il faut sans arrêt marquer branding, dont je vous parlais tout à l'heure, marquer notre cerveau au fer rouge pour rappeler en permanence la qualité de cette marque qui consiste à la voir tellement qu'on n'a plus besoin d'y penser. Et pour ça, donc, on fait de la publicité, on fait des choix d'annonces. Et plus le choix va être émotionnel, va renforcer les secteurs de plaisir que nous avons en nous, plus la publicité va nous faire plaisir quand on la voit, et plus nous allons nous rappeler de la marque et donc faire baisser notre énergie cognitive, notre capacité cognitive. Conséquence, eh bien maintenant la publicité utilise des appareils médicaux qui sont donc des IRM, des scanners IRM, pour mesurer le taux de satisfaction de quelqu'un quand il regarde la publicité A ou la publicité B, les images liées à A ou les images liées à B, et ce faisant, ça leur permet de choisir en fait quelle est la publicité qui va être le plus adaptée à partir de l'excitation du centre de plaisir d'un certain nombre de cobayes. Ça n'est pas sans poser des problèmes, parce qu'on voit bien que là, la qualité du produit n'entre pas en jeu. C'est l'image que ce produit va donner comme satisfaction. Et deuxième problème, on utilise un appareillage médical très cher qui est là pour guérir les gens, pour aider à les guérir en tout cas, à des fins d'influence. On voit bien qu'il y a en fait derrière toute une société qui se tord, qui ne réfléchit plus à l'ordre de ses priorités, mais qui réfléchit uniquement en fonction de l'ordre de son pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir de la publicité est supérieur au pouvoir de la santé publique. N'est-ce pas? Bon, typiquement, la publicité pour le tabac, qui a emmené les cigarettiers à nier pendant des années et des années, ou à faire en sorte qu'il y ait des contre-études, c'est-à-dire des études bidons, pour prouver que ça n'existait pas le tabagisme passif. Que vous aviez beau vivre avec un fumeur, c'est comme si vous ne fumiez pas. Là, pourtant, il y a eu des preuves, ça s'est accumulé, preuves scientifiques, mais il y a toujours des gens, des semeurs de doute. Le rôle des public relations est de semer le doute, créer un doute qu'on va semer et qui va faire en sorte qu'on mette en cause les recherches qui peuvent être faites.
On appelle ça le modèle de l'industrie du tabac, mais on retrouve le même modèle sur la présence des microparticules liées au diesel dans les villes, en disant que ce n'est pas à cause de ça. On retrouve les mêmes méthodes par rapport aux questions du climat, et ainsi de suite. Alors arrive l'Internet. Et alors j'aime beaucoup cette citation de Edwin Hartz. Edwin Hartz, donc c'était le responsable de la communication de Procter & Gamble en 1993. Donc vous voyez, on est au tout début de l'Internet. On n'a pas encore le web en 1993. Hein. Et Edwin Hartz sent quelque chose. Il sent ce qui se passe. Il est le responsable de la communication du plus grand annonceur du monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il dit, voilà, à nous de nous emparer des nouveaux réseaux électroniques et de forcer Internet à travailler dans notre intérêt. Pensez à toutes ces nouvelles circonstances favorables. Nous pourrons utiliser l'interactivité pour faire participer le consommateur à nos publicités. Nous pourrons susciter des réactions immédiates. Nous pourrons cibler non seulement des groupes démographiques, mais aussi des foyers individuels. Une famille vient d'avoir une naissance. Nous lui montrerons une publicité vantant les mérites de Pampers. Si notre travail est bien fait, les gens seront vissés à leur siège devant leur ordinateur au moment de la pub. Programme que fixe Edwin Hartz à ses compères publicitaires du monde entier en 1993, programme qui est amplement réalisé en 2016. Donc la logique est de dire, celui qui vient d'avoir un enfant va acheter, Pampers ça appartient à Procter & Gamble, va acheter des couches Pampers, et ainsi de suite. Donc il faut juste qu'on soit capable de repérer qui il est, qu'est-ce qu'il fait, et de lui vendre les produits qui correspondent à sa réalité. Et deuxièmement, il faut le faire en interactivité, c'est-à-dire le faire participer, faire qu'il ait quelque chose à faire devant une publicité qui va, en le rendant actif, renforcer son attachement de marque dont je parlais tout à l'heure, donc la baisse derrière de son énergie cognitive. Alors la première publicité Internet, c'est celle-ci, on est en 1994, c'est sur le site de Wired, Wired, grand journal néolibéral de l'Internet des années 90. Il existe toujours, mais bon, disons, il a moins d'importance qu'il n'eut à cette époque-là. Journal où typiquement on ne pouvait pas savoir, quand on regardait les pages, si c'était de la pub, du journalisme, du contenu, de l'idéologie, tout était mélangé. Très beau journal, très très bien présenté. Bon, voilà. Avec autant d'articles bidons que d'articles super intéressants. Là aussi, il ne faut pas croire. On ne crée pas du temps de cerveau disponible si on ne produit pas des spectacles que le lecteur va aimer. Hein, on ne vous abrutit pas en vous injectant à forte dose un neuroleptique. Hein. Non, on mobilise certaines parties de votre cerveau il faut que l'émission vous plaise pour que vous soyez devant au moment de regarder la publicité. Donc, ce qui nous plaît souvent, c'est d'être couche potato, de rester dans notre fauteuil et puis de penser à autre chose. Mais il faut quand même que cette autre chose ait un minimum d'intérêt. Un match de foot ou quelque chose comme ça, quoi. Je vois qu'il n'y a pas de footballeur dans la salle. Bon, donc cette première publicité ne disait rien sur le produit. Elle renvoyait au texte de Edwin Hartz juste avant, il va falloir provoquer de l'interactivité. Cliquez, vous verrez. Donc voilà, vous ne l'avez pas fait, faites-le. Et on allait sur une page de AT&T, qui est la grande société de télécommunications, de télécom aux États-Unis. Donc voilà, cette logique d'appeler à l'interactivité. On est au tout début du web, hein, donc le web a grosso modo une bonne année, c'est tout. Et les gens vont cliquer, ils cliquent pour voir. Parce que sur le web, à l'époque, on cliquait pour voir un peu partout. Bon, maintenant, comme on clique moins, on nous les balance sous les yeux. Mais alors, cette publicité-là va renforcer la question d'interactivité et elle va créer en même temps la logique d'avoir des bannières. Là, c'est la première bannière, elle est en haut de page, on en définit la taille, le format, et tous les autres sites web vont s'adapter
pour qu'il puisse y avoir une bannière en haut de leur site web pour pouvoir vendre de la publicité. Après, la bannière va changer de taille, on va avoir les gratte-ciel sur le côté tout du long, on va avoir les publicités en carré, enfin, on a tous les formats que vous connaissez bien maintenant quand vous naviguez sur le web. On voit toute une série de formes de formats et le rôle de l'agence est de décliner le message pour la bannière horizontale, pour la bannière verticale, pour le petit carré, et ainsi de suite, de manière à pouvoir le présenter dans n'importe quel espace web. Alors comment est payée cette publicité? Payée par l'annonceur aux médias. Hein. Vous n'êtes que l'excuse qui fait que l'annonceur va pouvoir, que le média plutôt va pouvoir se retourner vers l'annonceur en disant « vous me devez tant d'argent ». On a grosso modo 3 modes. Le premier, c'est on fait payer au nombre de vues combien de fois la bannière a été affichée. Là, on est un peu dans la même logique que la presse ou que la télévision. On fait payer non pas au nombre de personnes qu'il y a derrière la télévision, mais au nombre de fois que la bannière est vue, avec un tarif différent selon que la bannière est en grand, en petit, en travers ou sur le côté. Bon. Mais on a des tarifs différents pour le placement, mais après c'est le nombre de personnes vues. Alors dans la presse, c'est la diffusion. Là, c'est typiquement, à chaque fois qu'une publicité est montrée, on peut calculer son nombre de fois qu'elle a été montrée. C'est ce qu'on appelle le display ou la publicité de bannière. Après, il y a aussi alors oui, cette même publicité peut avoir 2 prix différents. Un, quand on est uniquement lié aux médias, c'est-à-dire au type de la page. Si vous êtes sur Elle, grosso modo, on sait à peu près que vous avez de grandes chances d'être une femme. On a parfois d'autres informations. Ça suffit, ce qu'on appelle les informations démographiques générales, ça suffit pour cibler le type de publicité qu'on va vous présenter. Si vous êtes en train de regarder une page sur sortir au soleil, on va vous mettre des huiles de bronzage, et si vous êtes ainsi de suite, quoi. Voilà, on a le même ciblage que la presse en général. Donc là, un affichage vaut moins cher que si on a une publicité comportementale, complètement ciblée, qui sait qui vous êtes, quels sont vos centres d'intérêt, et qui va pouvoir vous présenter une bannière non plus liée au contexte, c'est-à-dire au contenu de la page, mais liée à vous-même comme usager, ou plutôt à un mix entre vous, usager, et le contexte. Il ne faut pas totalement ignorer le contexte, puisque si vous êtes en train de lire une certaine page sur les îles au soleil, c'est que vous avez vraiment envie d'être en vacances, n'est-ce pas? Voilà. Alors la deuxième méthode, c'est le coût au clic. Le coût au clic, c'est on vous présente des publicités, mais en fait, l'annonceur ne paye le média que si vous, usager, vous cliquez sur la publicité. Donc le rôle du média va être de mettre cette publicité bien en valeur pour que vous ayez envie de cliquer, parce qu'il n'y a que là qu'il est payé. Principalement, c'est ce qu'on appelle le search, c'est-à-dire c'est le type de publicité qui est porté par Google et par les grands moteurs de recherche. Sur le côté de Google, vous avez les annonces en haut de Google, vous avez les annonces, etc. Celles-là ne seront payées que quand vous allez cliquer dessus, d'où l'intérêt de Google de vous faire cliquer d'une manière ou d'une autre dessus. On va voir tout à l'heure un peu comment il s'y prend. Enfin, il y a une autre méthode. Bon, moi, j'en entends pas souvent parler dans le concret. C'est le cost per action. Par exemple, vous êtes un annonceur, vous avez un flyer ou quelque chose comme ça, et vous ne payez le média que si le lecteur de ce média va récupérer ce flyer en laissant son adresse mail. Donc vous voyez une action quelconque qui va être faite par le lecteur du média. Donc le média doit proposer cette publicité dans un mode tel que ça va inciter à faire une action. Donc par exemple, il peut faire un article sur le sujet et pour en savoir plus, accéder à une publicité. Et vous voyez à nouveau comment le mur est en train de tomber entre le choix d'un média de dire quelque chose en indépendant, de regarder la société et d'en parler, et le choix de le faire pour qu'on ait une activité publicitaire. Alors, en termes de partage, les liens sponsorisés hors mobile, donc le vert, ce qu'on appelle le search, dont je vous présentais, c'est donc payé en général par le clic par action, ça reste
la grande majorité de la publicité sur Internet, qui explique la richesse de Google. Donc, puisque c'est lui qui est numéro 1 du search, c'est là en fait qu'on va trouver le plus de publicité. Après, il y a l'achat d'espace hors mobile. Entre parenthèses, c'est marqué le display. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est donc environ 30%, un peu moins de 30% du revenu publicitaire qui est lié à ces affichages de bannières, ici. Puis après, il y a toute une série de règles comme l'affiliation, l'achat d'espace sur mobile, les emails, hein, le spam, hein, ce qui est une forme de publicité, et ainsi de suite. Donc voilà, les comparateurs de prix. Donc vous voyez, il y a quand même environ aussi un gros tiers qui est l'imagination que peuvent avoir les publicitaires pour faire passer leur message à l'intérieur des autres applications. Notamment aujourd'hui, vous voyez percer les applications sur mobile, hein, avec les liens sponsorisés sur mobile à 8%, 9%, et l'achat d'espace sur mobile à 5%. Donc là aussi, ça devient important, ça devient de plus en plus important. Alors ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que les gens, ils aiment ça. Ça serait trop simple. Ça serait trop simple si la publicité, c'était l'ennemi, qu'elle s'imposait à nous à chaque fois qu'elle s'affichait devant nos pages. Hein, la publicité, les gens, ils aiment ça. D'abord parce que ça leur montre quelles sont les marques qu'il faut connaître à l'instant T. Et donc, celles que vous allez acheter, ne me dites pas. Non, non. Ne me dites pas que vous ne voyez pas la pub. Ça n'existe pas. Vous la voyez comme tout le monde. Et d'ailleurs, ça se voit aux achats que vous faites, aux habits que vous portez, etc., etc. Donc, vous êtes comme tout le monde. Vous êtes sensible à la pub. Elle est là, elle est présente, elle est prégnante, elle est permanente. Donc, ne me dites pas ça. C'est un mythe, ça, de croire qu'on échappe à la publicité. C'est un vrai mythe. Donc, elle est là. Et puis, on l'aime plus ou moins. Bon, il y en a qui regardent avec attention les publicités vidéo au début de YouTube jusqu'à la fin. Puis il y en a qui attendent 5, 4, 3, 2, ignorer l'annonce. D'accord, bon. Enfin, grosso modo, les gens s'en rappellent ensuite. Les publicités qui sont vues, notamment parce qu'elles sont faites par ce qu'on appelle des créatifs. Créatif, pas créateur, hein, pas tout mélanger. Le créateur est là pour vous ouvrir les yeux, le créatif est là pour vous faire fixer les yeux à quelque chose. Mais bon, ils sont quand même de qualité, ces gens-là. C'est des graphistes qui connaissent leur métier, qui savent justement capter notre attention. À nouveau, on retrouve cette économie de l'attention qui n'est pas seulement calculer combien de personnes vont voir une page ou une émission de télé pour y vendre la publicité, mais quelle publicité va capter notre attention suffisamment pour qu'on s'en rappelle après. Alors sur le search, ce qui est important à dire en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un système d'enchères. En fait, Google a réussi, alors il n'est pas le premier, hein, ça a été toute une démarche, commencer par goto.com, etc. Mais Google est devenu le grand leader de ça, de mettre un prix sur les mots. Comment ça marche ? En fonction des mots que vous posez, Google va choisir des publicités qui sont payées au clic. Hein, c'est-à-dire, il faut non seulement vous afficher la publicité, mais il faut qu'elle soit suffisamment intéressante pour que vous cliquiez dessus. Donc voilà. Pour ça, il va choisir les publicités en donnant les mots aux enchères, en disant, je crois que c'est là, non, c'est celui-là ici, voilà ici, le prix des mots. L'encre, c'est 66 € quand on clique. C'est pas rien, hein. Bon, mais l'encre, le tonnerre des machines laser, c'est plus cher que l'or. Hein, donc, faut pas oublier ça. Donc voilà, encre. Prospection téléphonique, c'est une trentaine d'euros. Rachat de crédit, 25 €. Casque sans fil, 22 €. Vous voyez, le mot a un prix que les gens sont prêts à payer. Alors après, je peux dire, moi pour encre, je vais payer 70 et croire qu'en donnant 70, je vais être en tête. Mais Google est bien plus malin que ça, il est bien plus malin que nous. Il fait en fait un algorithme de calcul qui va mettre en tête
en plus visible, en plus susceptible d'obtenir un clic sur sa page, non seulement celui qui est le plus cher, mais celui qui va rapporter le plus. Il se place en média. Google, c'est un média. C'est une manière de sélectionner ce que vous allez voir, donc c'est un média. Et de ce point de vue, il va mettre en place non seulement celui qui est cher, mais celui sur qui les gens ont l'habitude de cliquer. Il le sait parce qu'il a des milliers de présentations des choses, donc il sait quels sont ceux qui marchent en fonction de tel type de requête. Et donc lui, son intérêt, c'est qu'il y ait un clic. Donc il mettra en fait une marque connue, même si elle a payé moins cher le mot, qu'une marque complètement inconnue sur laquelle personne va cliquer, à moins que le mot soit vraiment beaucoup plus cher. Vous voyez, il y a un calcul d'optimisation que fait Google qui choisit comme ça les publicités qui seront affichées. Donc c'est l'idée de AdWords. Je vous ai mis là des homards. Pourquoi? Parce que la première publicité AdWords, c'était quelqu'un qui vendait des homards par correspondance et qui donc a fait sa publicité sur Google et qui a vu d'un seul coup son budget augmenter en flèche, puis retomber aussi vite le jour où Google a changé les règles du jeu. Donc là aussi, dépendance, y compris des annonceurs, à la machine Google, à la machinerie Google, et donc dépendance du fait qu'il faut être le premier en tête de liste quand on est sur Google, et donc appeler des spécialistes qu'on appelle les Search Engine Optimization, les gens qui font de l'optimisation pour être présents sur la première page de Google, quoi qu'il arrive, dès qu'on va poser un certain nombre de mots-clés adaptés à son business. Voilà. Alors, les marques sont aussi présentes de plus en plus sur les médias sociaux. Donc là, c'est une étude de 2015, pareil, présence 2015. Sur Facebook, c'est Coca-Cola qui a 3 millions de fans. Nutella, 3 millions aussi. Enfin, tout ce qui est bon pour la santé, quoi, le sucre, l'huile de palme. Comment ça? Voilà, donc on a beaucoup de marques sur Facebook, de marques alimentaires. Sur Twitter, on voit tout de suite que les followers sont beaucoup moins nombreux. Être follower d'une marque sur Twitter, c'est quand même en fait assez rare. Et là, on trouve, c'est beaucoup plus diversifié. En tout cas, on voit apparaître un peu d'électronique comme Samsung, etc. Et sur YouTube, on voit beaucoup de choses qui sont très visuelles. Air France, vous imaginez tout de suite les publicités, les voyages, etc. Vous avez donc les jouets, les Electronic Arts, c'est les vidéos et les jeux vidéo, etc. Et sur Google+, on voit L'Oréal, alors là, je ne sais pas pourquoi, et Samsung. Mais bon, il n'y a personne sur Google+. Alors, cette publicité ciblée porte un nom plus général, c'est la publicité comportementale, c'est-à-dire on va s'occuper du comportement de l'usager. Et en fait, il y a plusieurs usages qui sont faits, des traces que vous faites, plusieurs usages publicitaires qui sont faits des traces que vous mettez. Bon, d'abord, on va repérer vos centres d'intérêt, donc on va créer ce qu'on appelle votre profil, et on va voir un peu tout à l'heure, on va essayer de présenter une publicité qui correspond à vos centres d'intérêt. Ça a un inconvénient. Moi, comme je suis un peu éditeur sur les bords, j'envoie des livres. Donc j'achète des enveloppes sur un fabricant spécialisé qui s'appelle Raja, qui a des très bonnes enveloppes à bulles, voilà, on glisse le livre dedans et on l'envoie. Très pratique, sauf que je ne vois que des publicités Raja partout où je vais. Surtout le lendemain que j'ai fait ma commande. Donc en fait, Raja se fait arnaquer par Google dans cette affaire. Puisque moi j'ai fait la commande, je n'ai absolument pas besoin de voir la publicité Raja, je sais très bien ce que vaut le produit. Ça, je n'ai pas besoin qu'il me le rappelle, surtout la publicité le lendemain quand je fais la commande. De la même manière, on est dans une situation où, comment dire, pourquoi ils font ça en fait? C'est que, comme vous avez pu le voir avec mes cours, je m'intéresse à un nombre de choses qui est quand même assez vaste. Et donc Google ne sait pas faire mon profil. Il n'y arrive pas. Parce qu'il y a peu de choses qui reviennent avec régularité. Il y a 500 000 trucs, puis souvent des trucs pas vendables en plus. Alors, c'est embêtant pour lui. Donc il n'arrive pas à faire un profil, donc il retombe toujours sur les choses les plus simples. Et ça, le jour où les annonceurs vont comprendre ça, qu'ils vont arrêter de sombrer sur le mythe du ciblage comportemental, c'est-à-dire de dire
je sais quel est le comportement d'usager, moi, grand Google qui sait tout sur vous, et je le vends à des annonceurs de la publicité ciblée. Le jour où les annonceurs vont dire, vous savez, elle n'est pas si ciblée que ça, votre publicité, ça risque de changer un peu la face du web, hein, globalement. De la même manière, c'est quelque chose que commence à se développer, c'est l'idée que pour contrer cette traçage, cette publicité, je vais pouvoir justement faire volontairement ce que je fais involontairement, c'est-à-dire balancer plein d'informations en disant je m'intéresse à tout. Et donc faire ce qu'on appelle l'obfuscation, empêcher Google d'arriver à choisir. Mais la publicité comportementale ne sert pas uniquement à vous vendre des choses parce que c'est votre comportement, votre habitude, vos choix, parce qu'on vous connaît. Ça serait trop simple, ça. Donc, il faut se méfier du discours simpliste. Il y a par exemple un autre usage qui est ce qu'on appelle target discovery, c'est-à-dire je veux savoir, je veux découvrir qui est la cible de mon produit. J'ai un nouveau produit, j'ai quelques idées, j'ai fait une étude de marché, mais il n'y a rien de tel qu'une étude de marché en temps réel, la publicité sur Internet qui touche aujourd'hui tout le monde, hein, vous savez. C'est plus une minorité, hein. On n'est plus dans les CSP++, on est tout le monde. Donc je vais faire une enquête en disant, voilà, un tel je le connais, j'ai son ciblage, je connais son comportement, j'ai son profil, et je vais lui balancer mon nouveau produit. Qu'est-ce qu'il va faire? Cliquer, pas cliquer, être intéressé, pas intéressé, y revenir, au bout de la 3e ou 4e présentation, est-ce qu'il va avoir à nouveau envie de cliquer plus, etc. Donc j'essaye de découvrir quel est le profil qui correspond à mon produit ou aux mots-clés que j'ai mis à mon produit ou à l'image neuromarketée que j'ai pu élaborer qui va toucher les centres de plaisir de telle ou telle catégorie ou tel type de personne. Il y a un autre usage qui est donc toute la fidélisation. Hein, donc comment est-ce que je vais pouvoir, avec les publicités comportementales, ramener le fait que lui je le sais, il a une carte de fidélité chez Carrefour, donc je vais lui représenter en disant ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé votre carte de fidélité, vous pourriez, voilà une promotion Carrefour aujourd'hui pour vous, etc. Extended Reach, c'est l'idée que, comment dire, je vais vous donner un exemple, une métaphore. Au début des années 80, on a remplacé les batteurs par des boîtes à rythme. Et ça donnait de la musique casse-pied, parce que le rythme était toujours le même. Et les gens ne pouvaient pas supporter. Donc dans les boîtes à rythme, ils ont inventé un décalage, des légers systèmes qui faisaient que le rythme, il avait des légers décalages, il était un peu en avant, un peu en arrière, enfin bref, il réhumanisait quelque part la boîte à rythme. Et bien l'idée là est un peu la même. Je vous présente un truc qui est complètement en dehors de vous. Vous êtes un homme qui regardait que le sport et les revues de voitures, et je vais vous présenter un parfum de femme. Accroché ou pas? Pourquoi pas, tiens, au fait, ça peut servir. Voilà, donc j'étends en fait volontairement, c'est-à-dire, il faut comprendre que la publicité ciblée, c'est pas forcément je vous cible comme ça, je vous connais. Je vais faire autre chose, j'ai des tas de stratégies derrière pour vous contourner parce que je vous connais, et non pas vous matraquer sur ce qui est vous-même. Ça serait trop simple. Enfin, le dernier mode de publicité comportementale, c'est le reciblage, retargeting. Vous avez regardé les billets d'avion pour aller au soleil, parce que là, il commence à faire froid, surtout dans cet amphi. Puis vous vous êtes dit, non, c'est trop cher, enfin, je ne peux pas, c'est pas sérieux. Mais pendant 15 jours, vous allez avoir des publicités pour aller au soleil, en Sicile ou à la Guadeloupe. Voilà. Et donc vous allez revoir sans arrêt l'incitation, donc retargeting. Vous avez regardé des paires de chaussures en ligne, vous en avez acheté une, mais vous allez quand même avoir un retargeting pour la même paire de chaussures que vous avez regardé 3 fois, parce que quand même vous n'êtes pas décidé facilement, elle va vous être présentée et ainsi de suite. Donc ça c'est un peu l'erreur des publicitaires Internet. D'ailleurs, le bureau de vérification de la publicité, le Internet Advertising Bureau, l'IAB, a essayé d'expliquer aux annonceurs qu'il fallait arrêter avec le retargeting parce que les clients ne le supportent plus. Les gens ne le supportent plus d'être
sans arrêt repris, et c'est là qu'il découvre en fait l'astuce du monde publicitaire. Il ne la découvre pas vraiment quand, je vous disais tout à l'heure, le monsieur qui regarde les revues d'automobile se voit présenter un parfum de femme. Ça, il dit, ouais, bon, je tourne la page, en plus l'image est belle, tout va bien, donc voilà, je tourne la page. Mais c'est quand il y a cette logique du reciblage permanent que les gens disent, mais là, on se moque de moi, on essaye de m'imposer quelque chose, et donc ça accentue le refus de la publicité. Alors derrière tout ça, il y a ce que j'appelle une industrie de l'influence. Je crois vous avoir déjà dit, l'influence, c'est une activité humaine normale. C'est tout à fait normal de chercher à s'influencer les uns les autres, notamment pour les relations amoureuses. Pas d'amour sans influence, notamment pour les relations politiques. Il n'y a pas de choix politique sans influence, notamment pour les relations culturelles. Il n'y a pas de succès culturel sans qu'il y ait une forme d'influence. C'est l'humanité, quoi. On est là pour s'influencer les uns les autres, sinon on serait tout seul, on serait des monades isolées. Par contre, l'industrie de l'influence, ça transforme les choses. Ça transforme l'idée que cette influence, elle va être calculée par des algorithmes. Elle va échapper à la relation humaine. Ce n'est plus une influence de relation humaine, y compris de groupe, de relations de groupe, y compris de relations de pouvoir, malheureusement. Et ça, c'est le monde réel. Ça devient un mode de calcul qui, de manière industrielle, va chercher, avec toutes les méthodes dont je vous ai parlé auparavant, à twister votre pensée, à faire en sorte que votre pensée devienne focalisée sur l'intérêt de celui qui veut vous influencer. Et le fait que ce soit une industrie lui donne une puissance démoniaque. Donc la puissance de capter votre profil, la puissance de s'en servir, les stratégies pour s'en servir qui sont des stratégies masquées. Bon, j'ai essayé d'en dévoiler quelques-unes, mais moi-même n'étant pas dans le sérail, il y a plein d'autres méthodes qui sont utilisées et que je ne peux même pas vous expliquer parce que je ne les connais pas. Donc il y a quand même les secrets de fabrique industriels de cette industrie de l'influence. Donc en face, quel va être le régime de protection de l'individu face à une industrie de l'influence? Dans toutes les autres industries, par exemple l'industrie de l'automobile, il y a des règles de protection collective, comme par exemple empêcher la pollution, empêcher la surconsommation de pétrole, etc. Oui, Volkswagen nous a montré que l'industrie était tout à fait capable de ne pas respecter les règles. Ok, mais il y a des règles, donc après ils se font pincer, peut-être que la fois d'après ils font plus attention, peut-être que quand les mouvements vont imposer de nouvelles règles, il y aura encore plus de contrôle du point de vue de l'industrie. Mais pour l'industrie de l'influence aujourd'hui, très clairement, il y a une domination idéologique qui est telle que personne ne sait comment fixer des règles. En plus, tout se fait dans le secret des algorithmes. Tant des algorithmes qui eux-mêmes sont privés, propriété privée, donc on ne sait pas comment ils fonctionnent. Donc aujourd'hui, globalement, les États ne savent plus protéger leurs citoyens de l'industrie de l'influence. Je dis bien, les États ne savent plus protéger les citoyens. C'est le métier d'un État. Bon, on va voir dans la deuxième partie du cours que parfois même ils se servent de l'industrie de l'influence pour d'autres missions que celle de protéger les citoyens, ce qu'on appelle la programmatique derrière, mais je crois que vous avez très froid et qu'il est l'heure. On va faire une petite pause.